Bonsoir. Ce soir, je voudrais parler au docteur André Luther Meka et lui dire qu'il est un homme que j'ai rencontré une fois quand Yabassi, lorsque j'allais dans mon village Yabassi, et j'ai eu un entretien avec lui à l'époque, si mes souvenirs sont fidèles. Il me fit savoir qu'il était doctorant, et je pense probablement en communication. Moi qui lui parle ce soir, je suis un homme sans diplôme et sans titre. Je voudrais aussi rassurer Monsieur André Luther Meka sur le fait que mon expression pourrait naturellement être euh, porteuse de grandes difficultés, notamment ce qui m'est un peu pénible euh, pour la qualité de mon discours, le fait que je ne sache pas très bien m'exprimer en langue française. L'instrument langagier que représente la langue française pour moi est une petite difficulté, compte tenu du fait que je n'ai malheureusement pas fait des études véritablement dites en langue française. Alors, naturellement, je n'ai pas la maîtrise de cette langue. Et pour avoir étudié d'autres langues, tels que l'italien, l'allemand, je sais pas, l'espagnol, le portugais, je sais pas, le chinois, le japonais, enfin beaucoup d'autres langues. Et puis ayant aussi vécu hors d'un espace où on pratique régulièrement la langue française pendant des années, j'ai un peu perdu mes réflexes en français. Donc, il m'est bien souvent difficile de m'exprimer convenablement en français. Et ce, d'autant plus que je suis face à toutes les difficultés lorsque je dois faire un usage assez approprié des prépositions. Je devrais admettre que l'usage des prépositions dans la langue française m'échappe désormais parce que bon, les prépositions, je les ai connues dans de nombreuses autres langues. Et l'utilisation de ces propositions dans les autres langues, forcément, ne suit pas ou ne respecte pas la même logique que celle qui est de la langue française. Alors, je voudrais dire à M. André Luther Meka, qui est détenteur d'un doctorat en communication, combien je devrais observer une chose bien fâcheuse ici au Cameroun, qui est celle de l'exclusion du champ de l'apport contradictoire. En effet, on voit bien que les personnes qui au Cameroun ont le droit à l'expression sont des personnes naturellement sélectionnées, pas tant par la qualité de leur intellection, mais pour d'autres raisons et d'autres critères. Alors, cette exclusion du champ de l'apport contradictoire a une certaine conséquence qui est la suivante. Le Cameroun, par son histoire, a souvent, comment le dit-on, été qualifié de ce pays qui, bien souvent, réduit ses nombreux génies au silence. C'est pas moi qui l'invente, hein. L'histoire du Cameroun est là. Mais ce qui est important, quand bien même certains sont réduits au silence, je pense que l'essentiel se résume dans la qualité du talent qui les discerne. Pour ma part, j'ai sacrifié une bonne partie de ma vie uniquement pour cet idéal de recherche du savoir. C'est un peu ce qui résume mon parcours en Europe.
je dois encore me souvenir que lorsque mes difficultés ont commencé en Europe, j'ai eu la certitude qu'elles étaient beaucoup plus expliquées par ma fascination, ma détermination à devenir un homme de savoir. Immédiatement l'idée, immédiatement me vient à l'idée cette scène que je n'oublierai jamais un soir, lorsque je rentrais dans ma petite baraque dans une banlieue en Allemagne, après une longue journée d'études à l'université de Köln. J'étais déjà un homme traqué et je ne comprenais pas pourquoi cette société me traquait, me pourchassait. Et là, je suis entré dans ce train qui me conduisait dans cette banlieue. Et là, j'ai constaté, triste j'ai constaté qu'il y a une jeune femme allemande qui s'indignait parce qu'elle observait toutes les provocations et, comment le dire-t-on? Oui, comment dois-je le dire? Des provocations et, oui, les humeurs des uns et des autres sur ma personne. Et elle posa donc la question à son compagnon en allemand, mais qu'est-ce qui se passe à ce monsieur? Je peux bien me souvenir de la déclaration de son copain qui lui disait Der Mann ist super talentiert. Ça, je ne l'ai jamais oublié. Mais bien, heureusement, je suis rentré au Cameroun sain et sauf et uniquement avec une bibliothèque. Alors, je voudrais dire à M. André Luther Meka que je suis le fils d'une vendeuse de légumes. Et je suis en train de rentrer définitivement dans mon village à Yabassi parce que, effectivement, il est devenu le seul lieu où je peux désormais trouver un refuge. Et donc, dans ces préparations pour rentrer dans mon village à Yabassi, récemment, j'y ai été. Et j'ai été quand même un peu touché d'entendre certains enfants des élèves se plaindre du fait qu'ils sont rentrés continuer leur parcours scolaire à Yabassi, mais cependant avec beaucoup de regrets parce que Yabassi manque d'enseignants. Eh bien, pour un homme qui a mon histoire, celle d'avoir sacrifié toute sa vie en Europe uniquement pour la recherche du savoir, il est un peu choquant de rentrer dans son village et d'entendre des élèves dire qu'ils n'ont pas des enseignants. Cela blesse pendant que je me rends bien compte que j'aurais pu donner un coup de main. Cependant, je suis un homme anéanti. Mais, vous savez, vous, monsieur André Luther Meka, qui désormais est dans le milieu universitaire, je voudrais simplement attirer votre attention sur ce que moi j'ai connu dans le milieu universitaire, c'est-à-dire la question des parrainages et des orientations extra-académiques au sein des universités. Alors, je ne pense pas que le discours que je tiens ce soir est un discours nouveau. Certes, lorsque je suis entré dans ce pays au début des années 2000, ayant exposé la question, enfin la difficulté que rencontrent certains étudiants dans les universités par rapport au harcèlement à pouvoir retrouver les milieux de l'homosexualité, simplement je vous dirais qu'à cette époque, c'était difficile à admettre. Pourtant, c'est ce que j'ai vécu. Et je n'ai pas rejoint ce milieu, je n'ai pas rejoint le milieu de l'homosexualité.
Et vous comprenez donc que facilement un étudiant peut voir sa carrière, son parcours académique anéanti uniquement parce qu'il repousse la demande qui est celle de rejoindre le milieu de l'homosexualité, qui est bien réel au sein des universités dans ce monde et qui participe donc indirectement de la promotion de certains étudiants quant à pouvoir avoir des parcours exceptionnels et manifestement qualifiés de brillants. Il y a aussi un deuxième phénomène, celui que subit l'Africain, enfin pas l'Africain, l'homme dit noir que je suis, et probablement d'autres, c'est le problème du monothéisme d'Orient. Il faut avouer que le monothéisme d'Orient est devenu, ou du moins est, entre autres, l'une des conditions pour lesquelles, ou alors une des conditions pour laquelle l'appartenance ou alors la revendication, le fait d'assumer l'identité de monothéiste d'Orient concourt effectivement à jouir d'une certaine protection qui œuvre à faire éviter des difficultés qu'on pourrait rencontrer au sein des universités. Mais Monsieur André Luther Meka, docteur André Luther Meka, et moi je voudrais ce soir vous parler de sociologie parce que bien avant d'aller consulter votre biographie, assez longtemps j'ai pensé que vous étiez sociologue. Mais je peux me souvenir que ce jour, lorsque nous nous sommes rencontrés, vous avez bien pris la peine de me dire que vous êtes doctorant en communication. Ça, ce souvenir me revient. Mais je suppose donc que vous aviez une bonne connaissance en sociologie. Moi, je ne vous parle pas de la sociologie. Je ne voudrais pas vous parler de la sociologie de Emmanuel Joseph Siès, dont on dit qu'il est l'inventeur de ce mot, puisqu'il est le premier à l'avoir inscrit dans un manuscrit. Mais je voudrais simplement vous faire comprendre combien la pensée de l'humanité nègre est totalement exclue dans les enseignements qui nous sont transmis. Vous voyez, lorsqu'on parcourt ce que c'est que la sociologie, vous voyez, enfin, vous constatez qu'on vous donne des noms tels que Confucius. C'est pas, on vous parle de Platon, on vous parle d'Aristote, on vous parle de Cicéron, on vous parle du chinois Ma Dualing, on vous parle de l'arabe Ibn Khaldoun avec son ouvrage Mukadina, et plus tard pour ces hommes d'Europe entre le XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. On vous parle de John Locke, de Rousseau, de Hobbes, de Montesquieu. On vous parle même d'Auguste Comte, celui qui a parlé de la physique sociale. On vous parle de Max Weber, on vous parle de Émile Durkheim. Mais on ne vous parle pas des penseurs de l'humanité nègre. Et là, vous vous posez véritablement la question de savoir pourquoi. Un peu comme si, avant les hommes de toutes ces sociétés dont je venais de citer, il n'y a jamais eu au sein de l'humanité nègre des réflexions sur le social. Eh bien, ce qui me dérange un peu, c'est que c'est ce mot de sociologie, effectivement, cette discipline sociologie. Alors, c'est bien. Socios, d'après les Espagnols, ou d'après, je ne sais pas, d'après, enfin, suivant certains génériques du latin, il s'agit du compagnon, je ne sais pas, de l'ami, quelque chose qu'on partage ensemble, une chose mise en commun.
effectivement, c'est probablement de ce mot socios que vient des mots tels que association. Voilà. Euh, Moi, j'ai essayé de voir dans le latin et j'ai constaté que le verbal adapté à ce mot socios est celui de sequior, qui signifie suivre. Et là, je me suis aussi rendu compte que de ce même verbal, pardon, il y a secta qui signifie ligne de conduite, manière de vivre, conduite, les principes. Mais vous voyez, moi j'ai un problème avec la sociologie, parce que la sociologie, sincèrement, lorsqu'on l'étudie profondément, euh, elle comporte une chose qui pourrait générer la confusion entre elle, la sociologie, l'anthropologie et la politologie. Alors je le dis bien parce que moi j'ai été étudiant en politologie à l'université de Bonn. Je préfère souvent le rappeler, bien que je n'ai pas obtenu de diplôme final, mais j'ai quand même obtenu une fiche profonde en politologie à l'université de Bonn, que j'ai d'ailleurs préparé en un seul semestre. Hein, un seul semestre, et je l'ai obtenu. Donc, donc c'est bien quand on parle de sociologie, parce que je préfère véritablement vous parler de sociologie, puisque je l'ai déjà dit à un certain moment, j'ai cru à la base de vos apparitions, de vos passages sur les plateaux de télévision et dans les différents médias. J'ai longtemps estimé que vous deviez certainement être sociologue, parce que je me rends bien compte que vous communiquez beaucoup sur l'interaction des hommes dans la société, les relations, les actions sociales au sein de la société camerounaise. Mais je me suis aussi demandé si de temps à autre vous n'entrez pas dans l'anthropologie, c'est-à-dire le questionnement sur, enfin hein, la science sur l'homme et sa vie, qui forcément n'est pas fondamentalement celle d'une interaction entre les hommes. Et naturellement, comme acteur politique, euh, effectivement, vous vous manifestez aussi bien souvent comme un homme engagé dans la politologie, c'est-à-dire cette science de la cité, cette science des institutions. Alors, ce que je voudrais déjà vous dire, c'est que euh, si vous êtes donc docteur en sciences de communication, effectivement, je ne pourrais pas me tromper en vous indiquant que la science des communications n'est ni sociologie, ni anthropologie, ni politologie. Encore que d'autres comme vous sont reconnus comme sociologues, politologues. Mais à mon sens, la politologie n'est pas une discipline assez originale. Elle n'est pas une discipline assez originale. La sociologie, sur l'échelle des valeurs de discours, a moins d'originalité que l'anthropologie, par exemple, ou la politologie. C'est pas très difficile à démontrer, hein, parce que pour la politologie, vous aviez le polis et le logos. Pour l'anthropologie, vous avez l'anthropo et le logos. Malheureusement, pour la sociologie, il y a un peu une forme d'hybride, c'est-à-dire socios et logos. Bon, alors, on aurait beaucoup souhaité qu'on ait peut-être une science ou bien une discipline de mélos plus logos, ou bien koinomos plus logos, ou bien etaria plus logos, ou alors koino plus logos. Là, l'originalité aurait été beaucoup plus établie, mais lorsqu'on a quelque chose d'hybride entre le latin et le grec, euh, ça suscite ça suscite quand même des interrogations, ça demande quand même une observation, au moins sur l'apport
des éléments constituant le sémiotique, hein, de cette appellation sur cette discipline scientifique. Alors, je ne serai pas très long, monsieur André Luther Meka, monsieur docteur André Luther Meka. Je voudrais simplement vous faire observer une chose. Ma démarche politique sur l'événement qui est bien social et annoncé pour quelques mois futurs au Cameroun. Je voudrais vous dire de faire un rapprochement, une espèce de dialectique entre la Première République et ce que certains pourraient appeler aujourd'hui de Seconde République. Le Cameroun aboutira bientôt un événement continental, une organisation d'une compétition de football. Et moi, ma démarche politologique m'oblige d'abord de regarder le passé. Et je peux me souvenir de 1972, donc, et faire la différence entre, enfin, la différence d'année, hein, le ratio d'année entre 1972 et 2022. Je pense que nous avions 50 ans, hein, 50 ans dans cet intermédiaire. Mais c'est quoi les circonstances de 1972 et l'organisation les circonstances politologiques et sociologiques, ou bien alors les observations politologiques et sociologiques de 1972? C'est que tout est dans ce symbolisme, hein, ça je pourrais vous le dire. C'est que 1972 précède, hein, une situation politique terrible au Cameroun, hein, des fusillades, des emprisonnements, des hommes politiques qui sont fusillés sur des places publiques. Et on sait, hein, on sait ce que cela a été, hein, comme résultat. Très bien. Et je voudrais aussi faire observer, hein, comme démarche politologique, lorsqu'on essaye de voir ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on se rend bien compte que toute l'organisation de la CAN qui aura lieu en 2022 est précisément, indiscutablement, enfin, d'après de nombreux rapports de médias, d'hommes politiques, toute cette organisation est fondamentalement pilotée par un personnage politique qu'on appelle le SGPR, c'est-à-dire le secrétaire général à la présidence de la République. Et la démarche politologique voudrait qu'on rappelle que au plus haut sommet de la pyramide de l'État se trouve un homme aujourd'hui qui, à l'époque, hein, des années 72, occupait effectivement la même fonction de SGPR. Enfin, à moins que je ne me trompe, mais je pense que ça devrait être cela. Donc, manifestement, c'est cet homme qui est aujourd'hui la plus haute personnalité politique, ou bien le plus grand homme d'État, c'est-à-dire le chef de l'État dans notre pays. Donc en 72, il avait cette fonction de SGPR. Et tout est dans ce symbolisme. Mais 72 fut un échec. Donc lorsqu'on projette, je ne sais pas si c'est lui qui avait toutes les charges, mais aujourd'hui on se rend quand même compte que c'est lui qui désigne, c'est lui qui a les manœuvres, les manettes. Donc, probablement, c'est sur la base d'une expérience, puisque à l'époque, il occupait la même fonction. Mais comme je le disais, tout est dans le symbolisme. En 72, le Cameroun a perdu, parce qu'il y avait beaucoup d'emprisonnements, et parce qu'il y a eu des fusillades.
Ça, on le lit dans les livres. Hein. Mais effectivement, ce que je voudrais vous faire comprendre, vous qui êtes docteur en communication, monsieur André Luther Meka, c'est que malheureusement, cette période de 60 à 72 et même jusqu'à 82 est une période pour laquelle certains écrits parlent de graves atrocités, graves brutalités, graves manquements politiques, néanmoins peu documentés. Peu documentés parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens, je veux dire, il n'y avait pas tous les outils médiatiques dont nous disposons de nos jours. Donc, cette raison que je dis, tout est dans le symbolisme. En effet, monsieur docteur Luther Meka, lorsque nous sommes dans un pays comme le Cameroun en 2021, tout est blessant d'avoir des images d'un prêtre qui tabasse terriblement un octogénaire avec des feuilles de macabo. Quelle image! Quel désastre! Un prêtre qui tabasse aussi affreusement un octogénaire, entre autres, souffrant d'une maladie terrible. Ouais, vous voyez la symbolique sur un homme enchaîné, presque un homme ayant 70 ans ou alors plus de 60 ans enchaîné sur un lit d'hôpital. Les images sont là, c'est documenté. Franchement, docteur André Luther Meka, moi je ne pose pas, comment le dit-on, un constat, je ne pose pas un jugement sur l'idéal politique que vous défendez, mais moi je vous parle de symbolisme. Un homme atteint de prostate, octogénaire, tabassé par un prêtre, sauvagement, documenté. Un homme d'un certain âge, presque 70 ans, plus de 60 ans, souffrant, enchaîné sur un lit d'hôpital, documenté. Comment le dit-on? Avec ce qui arrive comme événement, ces images ne sont pas bonnes. Ces images ne sont pas bonnes pour la République. Donc, moi personnellement, j'ai accepté ma position d'un homme qui a été marginalisé. Et voilà, je voulais simplement vous annoncer que je rentre définitivement dans mon village à Yabassi, là où vous avez travaillé. Bon courage à vous, docteur André Luther Meka.